Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour un contenu exclusif. Je suis en compagnie de Rémi. Hello. On nous a sollicité pour commenter ou plutôt critiquer ou ne serait-ce qu'apporter notre avis concernant une émission qui a été diffusée sur Arte il y a à peu près un mois. Cette émission s'intitule À la recherche du bon gras. Donc on est tous les deux et on va passer, bon, on ne sait pas combien de temps Ouais. concrètement. La vidéo dure 52 minutes. On va procéder de la manière suivante. On va lancer la vidéo, on ne va pas parler pendant les 10 premières prochaines minutes. On mettra pause. De notre côté, on écrit nos notes et puis après, on discute tous les deux de ce qui a été dit pendant les 10 minutes. On relance la vidéo et 10 minutes après, on répète le même processus, le même schéma jusqu'à la fin de la vidéo au bout de presque une heure. Donc voilà, on espère que le contenu vous plaira. Avant de démarrer, on précise qu'il n'y a pas pour but de critiquer les personnes qui interviennent de manière négative. On vous propose juste notre avis et la manière, notre vision sur ce qui est dit. Et surtout, on n'a jamais vu la vidéo. Ah oui. Pour le coup, on a voulu faire vraiment les choses, on va dire, de manière plutôt amusante. On avait juste regardé les sujets dont il parlait. On sait qu'il va y avoir les sumos, quelque chose comme ça. Mais on ne sait rien du tout d'autre. Donc, c'est vraiment à chaud. Et donc, voilà, on espère que ça vous plaira et ça ressemblera un peu à la critique de l'émission de France 2 que j'avais pu faire la dernière fois et qui apparemment vous avait plu. Donc on se tait, on vous lance la vidéo en plein écran, on met stop au bout de 10 minutes et on vous partage nos impressions. Et comme Alors, c'est la réalité du live, ok, on est en live, donc là c'est les détails techniques, on essaye de fermer toutes les fenêtres qui sont c'est bon, ouvertes. on est bon là. Rémi est un super technicien, on est en plein écran, ok on se tait, on lance. Désespérément de se débarrasser. Nous, on a vu les deux. C'est l'un des plus grands organes de notre corps, indispensable à sa survie. Pourtant, beaucoup d'entre nous tentent désespérément de se débarrasser de leur gras. Le gras a mauvaise réputation. On le tient pour une substance nocive. Mais le gras, c'est la vie. Le gras est vital pour la santé. Il libère de nombreuses hormones essentielles pour les os, le cerveau et les organes reproducteurs. Le tissu graisseux est un organe endocrine très sophistiqué. Pendant des millions d'années, les individus capables de stocker le gras avaient l'avantage dans l'évolution. Et puis soudain, on décide qu'il faut l'éliminer. Sauf que notre corps n'a jamais évolué dans ce sens. Mais que se passe-t-il quand on a trop de gras? Diabète, du cholestérol, des problèmes cardiaques. Ça s'installe sournoisement. C'est comme la cigarette, ça vous tue à petit feu. On ne sent rien. Je savais que je prenais du poids, mais je ne savais pas quoi faire. Je faisais tout ce que ma mère me disait. Je faisais 1 heure de sport par jour. Pouvons-nous contrôler notre gras? Ou est-ce lui qui nous contrôle? Les scientifiques découvrent que des hormones et des gènes agissent sur le cerveau et influencent notre taille et notre poids. Ce sont des processus biologiques qui vont bien au-delà de la simple volonté. Aujourd'hui, l'obésité est une épidémie mondiale. C'est le plus grand problème de santé publique de notre époque. Comment la science peut-elle peser sur nos problèmes de poids? Les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu. Les signaux sont envoyés par le corps, le cerveau et les gènes. C'est un mécanisme très complexe, mais c'est normal de la part d'un système aussi crucial pour notre survie. Et si nous partions à la recherche du bon gras? Hiroki! Ce jeune homme s'appelle Hiroki. Il pèse autour de 250 kilos et s'apprête à affronter Yama, double champion du monde de sumo. Yama est le japonais le plus lourd de l'histoire. Manger des quantités extraordinaires de nourriture fait partie de son métier. Applaudissez Yama! Alors qu'un homme a besoin d'environ 2500 calories par jour, le sumotori en consomme jusqu'à 10 000. Plus le lutteur est lourd, plus il est difficile de le faire tomber. Pendant des années, les médecins se sont demandé pourquoi les sumotori qui restent actifs souffrent rarement de maladies associées à l'obésité. La réponse est venue d'un changement radical de notre vision du gras.
La plupart d'entre nous pensent que le gras est notre ennemi, mais non, c'est notre ami. On en a besoin pour emmagasiner toutes les calories en excédent qu'on pourra utiliser à l'avenir pour permettre à notre cœur de continuer à battre et à notre cerveau de fonctionner. Ces 20 dernières années, nous avons appris que les cellules graisseuses ne sont pas seulement des organes de stockage. Ce sont des cellules extrêmement intelligentes qui parlent au cerveau. Pourquoi la graisse est-elle apparue chez l'homme au fil de l'évolution? Pour répondre à cette question, une équipe de chercheurs s'est rendue en Tanzanie. Elle s'est installée près de l'une des dernières ethnies de chasseurs-cueilleurs du monde, les Hadza. La lignée humaine a 7 millions d'années. Et pendant les 2 derniers millions d'années, nous avons été chasseurs-cueilleurs. C'est l'innovation clé de l'espèce humaine. Les Hadza sont une population moderne, mais ils ont conservé leur tradition. Leur environnement et leur mode de vie constituent une fenêtre remarquable sur notre passé. Depuis plus de 10 ans, Herman Ponzer et Brian Wood étudient le mode de vie et le régime alimentaire des Hadza pour voir ce qu'ils peuvent nous enseigner sur les maladies modernes. Les Hadza sont des modèles en matière de santé publique. Ils ne souffrent pas de maladies cardiaques, de diabète, de surpoids ou d'obésité. Ils n'ont aucune des affections qui tuent le plus aux États-Unis et en Europe. Chez les Hadza, le niveau d'activité physique est très élevé comparé à celui de nos sociétés occidentales sédentaires. Ils parcourent de longues distances lors de leurs déplacements et passent leur journée à bouger. Et l'on sait qu'une activité physique intense nous protège des principales sources de mortalité. N'ayant ni troupeau ni champ, les hommes et les femmes Hadza doivent chercher tous les jours de quoi se nourrir. Bahati creuse le sol pour trouver des tubercules, riches en glucides et en fibres. D'autres femmes ramassent des fruits et des graines de baobab. Tandis que les garçons grimpent aux arbres pour récupérer le miel dans les nids d'abeilles. Mais l'aliment le plus calorique et le plus difficile à se procurer est la viande et la graisse animale. La chasse est une activité hasardeuse. Et c'est un pari obligé dans une économie qui repose sur la recherche constante de nourriture. Il faut se mettre en route le matin en sachant que les chances de réussite sont maigres. Les chasseurs, comme Dofu, utilisent des flèches empoisonnées pour abattre leur proie. La traque peut durer des heures. La chasse et la cueillette consomment une énergie colossale. Il y a 2 millions d'années, on a commencé à brûler plus de calories. Notre cerveau est devenu plus gros. Le problème est que cela vous fait courir le risque de mourir de faim. Car quand notre moteur tourne plus vite et chauffe plus, on s'expose à manquer de carburant. Alors on s'est mis à accumuler du gras comme filet de sécurité. Quand un homme a la chance de tuer un animal de grande taille, il commence toujours par pincer sa peau pour voir s'il est gras. C'est la motivation première de la chasse. Aucune autre espèce que la nôtre ne sait mieux extraire la graisse de son milieu. Il y a plein de gras à l'intérieur de l'animal, autour de ses organes. On le mange bien grillé, ça grésille. C'est le gras, mon frère. Le gras, c'est bon. Notre organisme transforme la nourriture en 2 sources énergétiques principales, le glucose et le gras. Le glucose fournit un carburant qui peut être utilisé immédiatement ou stocké dans les muscles et le foie sous forme de glycogène. Quand le glycogène est épuisé, l'organisme brûle du gras, ce qui produit 4 fois plus de calories par kilo. Et alors que l'être humain ne peut pas stocker plus d'une journée de réserve de glycogène, il dispose d'assez de gras pour survivre plusieurs semaines. Le gras fonctionne en quelque sorte comme une batterie.
Une des idées fausses à propos de l'évolution humaine est que nous aurions évolué pour être en bonne santé. En réalité, pas vraiment. Tout ce qui compte dans le cadre de la sélection naturelle, c'est combien de nos rejetons survivront et se reproduiront à leur tour. Donc, notre corps est merveilleusement adapté pour convertir l'excès d'énergie en gras. Non pas pour que nous soyons en bonne santé, mais pour que notre capacité de reproduction augmente. La graisse a longtemps été vénérée. Une des représentations les plus anciennes de l'obésité est une statuette sculptée par un chasseur-cueilleur. D'après les spécialistes, cette femme aux formes voluptueuses serait un symbole de fertilité. Au fil des siècles, notre vision du corps et de la corpulence idéale a beaucoup varié. De la femme potelée de Rubens au XVIIe à la garçonne des années 20 ou la maigreur des mannequins des années 90, les canons en matière de gras ont énormément changé à travers les époques. Aujourd'hui, nous avons stigmatisé l'obésité et diabolisé le gras. Mais la capacité de stocker du carburant, et donc de pouvoir s'éloigner des sources de nourriture pendant de longues périodes, nous a permis de développer des activités complexes et des civilisations sophistiquées. Autrement dit, le gras est une prouesse de l'évolution. Il nous libère de la tyrannie de devoir continuellement manger. Vues au microscope, les cellules graisseuses, appelées... On va garder les cellules graisseuses pour le prochain épisode. Le premier, les premières 10 minutes. D'abord, on relève plusieurs erreurs de raisonnement. On appelle ça des biais, qui sont en fait des erreurs d'argumentation. On pense donner des arguments qui n'en sont pas en fait. Et on commence avec le premier en affirmant « le gras, c'est la vie ». On a souvent tendance à dire ça, on ne le justifie pas, c'est un biais, un appel à la tradition, un truc, une phrase populaire qu'on a l'habitude d'entendre. Alors ça nous fait sourire en disant ça nous fait un peu déculpabiliser. Ouais, le gras, c'est la vie parce que c'est bon. Ok, super, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, on nous dit il ne faudrait pas en avoir trop, il ne faudrait pas en avoir trop peu non plus. Là aussi, c'est une petite erreur. On dit bon, bah, l'équilibre, le juste milieu semblerait la solution idéale. Et après, on insiste beaucoup sur le fait que ça concerne des mécanismes très complexes. Encore une fois, ça a bon dos, certes, ça l'est, mais ça nous laisse quand même dans le flou. Donc, ces 10 premières minutes restent, à mon avis, très générales. C'est normal aussi, on introduit l'épisode, on ne rentre pas encore trop dans les détails. Je te laisse dire ce que tu as dit, Rémi. On reviendra après sur la population, là, les ATM. Ouais. Ben, comme tu l'as dit, en fait, déjà, de dire que c'est complexe, on s'en doute bien que c'est complexe, mais ça fait un peu appel à l'ignorance ou du style bon, ben, c'est complexe, vous comprenez bien, on ne peut pas tout vous expliquer, mais voilà, quoi, vous doutez bien, vous avez compris. C'est un peu insinuer quelque chose alors qu'au final, ils ne disent rien. Ouais, pour les erreurs de raisonnement, c'était ça, je te rejoins totalement. Moi, j'avais noté en premier l'évolution et le gras, où dès le début, on introduit. En fait, là, les 10 premières minutes, pour le coup, on se base sur une hypothèse qui n'est pour l'instant et qui, je pense, le sera peut-être un jour prouvée, comme quoi notre évolution dans le passé, quoi. Ouais. Et on n'en a concrètement aucune idée. Et on va arriver aussi à cette tribu qui en est une parmi des milliers de millions d'autres qui existaient avant, qui n'existent plus maintenant. Et ce n'est pas cette tribu qui, elle, est un peu ancienne et qui existe encore, que toutes les tribus du monde entier consommaient et se nourrissaient et avaient la même vie que tous les autres. Et pensaient que, oui, à un moment donné, l'évolution, on était vraiment des singes, je ne sais pas trop quoi. On en a parlé plusieurs fois dans des articles, dans la formation et tout, mais penser que l'être humain avant était recroquevillé sur lui-même, était vraiment au plus bas en termes d'intelligence ou quoi que ce soit, et que plus on avance dans le temps, mieux on est et plus intelligent, plus performant on est. Mais non, qu'est-ce qui nous prouve ça? Et c'est des suppositions. Et après, ils appuient la théorie de Darwin. Donc, c'est ça. On va revenir à la théorie de l'évolution, ouais. C'est hyper intéressant. On est parti en Tanzanie, dans une population de chasseurs-cueilleurs, les Adzas. Je ne les connaissais pas, nous on connaît les Maasai, on connaît bien parce qu'on avait étudié. C'était assez passionnant, cette tribu-là. Et là, le point positif, c'est qu'ils soulignent, OK, ils ne sont pas forcément concernés par les maladies modernes dont nous, on souffre dans les pays occidentaux. Mais par contre, ça pourrait potentiellement être lié au fait qu'il y a une grosse dépense physique. Donc ça, c'est bien qu'ils soulignent ça. Ça rentre dans la notion de balance énergétique, donc c'est important à considérer. Ensuite, il y a un point qui est pertinent. Il parle de
maigre chance de réussite lors de la chasse, qui montre quelque part que certes, ils ne mangent pas du gras tous les jours. Et qui potentiellement jeune, mais surtout, ce que j'ai retiré de ça, c'est que à chaque fois, en fait, c'est les scientifiques qui parlent pour la tribu, mais qu'est-ce qu'on en sait concrètement qui galère à avoir un animal tous les jours? Et puis s'ils galèrent, entre guillemets, justement, quand ils arrivent à tuer une bête, je pense qu'il y a un grand respect derrière, et ils ne vont pas simplement manger le steak ou la partie la plus noble, et qu'ils vont tout utiliser, donc ils n'ingèrent pas que du gras. Et en plus, de faire là pour le coup parler quelqu'un de la tribu, là, le chasseur d'Ofu, et lui faire dire « Oh oui, le gras, on adore ça, on le mange bien grillé », bah, tout le monde aime le gras. Mais est-ce qu'ils mangent… Enfin, honnêtement, ils ne mangent pas une viande pour le gras, je pense, parce qu'on a besoin de… les protéines, principalement, c'est quand même plus important. C'est ce que la voix off dit, leur motivation principale est la graisse. Non, leur motivation principale est la densité énergétique. Il ne faut pas oublier que le gras aussi couvre plus facilement nos apports parce que c'est riche, c'est très dense. Et puis il y a surtout les sources de protéines. Vous pouvez consommer le gras que vous voulez. Si derrière vous ne mangez pas au moins de la viande, et là pour le coup, je pense qu'ils doivent manger vraiment toute la viande, eux, et pas simplement la cuisse, eh bien, il y aura du gras, mais il y aura surtout ces protéines qui les maintiennent en vie, clairement. Et pour le coup, au lieu de dire que c'est vraiment, oui, qu'on a eu besoin de jeûner à des moments parce qu'on devait se déplacer ou quoi que ce soit, la graisse nous fournit de l'énergie, mais c'est les protéines réellement qui vont nous faire vivre plutôt que la graisse, parce que les protéines, elles se renouvellent totalement tous les jours, une bonne partie. Bon, c'était une introduction. Moi, je trouve que l'émission a l'air sympa quand même. Ouais. Là, à mon avis, on va rentrer un peu plus dans les détails techniques. On voit des cellules un peu compliquées, complexes à l'écran. Et juste le truc, c'est que pour le néo-darwinisme, pour la théorie de Darwin, c'est comme le chercheur là, un peu âgé avec les cheveux blancs, qui disait que la sélection naturelle, en fait, quelqu'un est fit. Donc le fitness, au final, c'est vraiment être adapté à son environnement. C'est celui qui se reproduit le plus et qui va faire perdurer l'espèce. Probablement que non. Il y a ça, mais il y a pas que ça. Et donc là, c'est la théorie en plus de Darwin qui a été reprise, qui n'a pas forcément dit ça. Et puis derrière, il y a aussi la personne Kropotkin que tu connais, qui lui a amené une… Je connais bien, oui, c'était un bon pote. qui a amené une autre théorie où l'évolution, c'est pas que survivre, tuer, c'est le plus fort qui va rester là. Mais voilà. On en parlera peut-être après. Tout à l'heure. Ok, on repart sur 10 minutes. Et puis on se tait, on analyse, et puis on se retrouve dans 10 minutes. Adipocytes ressemblent à des sphères irrégulières. Elles contiennent des gouttelettes de triglycérides, les graisses que notre corps brûle pour libérer de grandes quantités d'énergie. Heureusement, les cellules graisseuses peuvent se dilater bien au-delà de leur taille normale pour garder en réserve notre surplus d'énergie. Mais que se passerait-il si nous n'en avions pas? Troy Fryer possède moins de 2% de masse grasse. À première vue, il a l'air en pleine forme. En réalité, c'est l'absence de tissu adipeux qui fait ressortir ses muscles. Son visage est émacié, ses joues creuses et ses yeux profondément enfoncés dans les orbites. Tire plus vers toi. Le peu de graisse que j'ai se trouve derrière mes globes oculaires et sur mon foie. Marcher quand on n'a pas de gras, c'est comme si des aiguilles vous transperçaient la plante des pieds. Certains peuvent être debout toute la journée sans problème, mais pas Troy. Sans capiton plantaire, ni graisse entre les genoux, ça lui est très pénible. C'est terrible de le voir souffrir. Troy est né avec une masse grasse normale. Mais à 6 ans, il s'est mis à perdre du poids rapidement, malgré son appétit d'ogre. Je dévorais 1 ou 2 pains par jour. Je me faisais 10 sandwichs d'un coup. Je mangeais sans arrêt, jusqu'à ce que ça me fasse mal. Et si je n'avais pas assez à manger, j'étais tellement fou de rage que j'étais capable d'arracher une porte de ses gonds. Je l'ai envoyé faire un bilan psychologique en pensant qu'il y avait un problème. Il ne supportait pas qu'on lui dise non, il était toujours affamé. Quand Troy a eu 9 ans, il est devenu évident qu'il était malade. Les médecins ont constaté avec surprise que son sang était saturé de gras et de cholestérol, un symptôme classique de l'obésité.
Cela paraissait incompréhensible jusqu'à ce que le diagnostic tombe. Troy souffre d'une maladie génétique, la lipodystrophie. On considère la minceur comme un signe de bonne santé. Mais dans le cas de la lipodystrophie généralisée, le patient est plus que mince. Il n'a aucune graisse sous la peau. L'énergie en surplus n'a nulle part où aller. C'est ce qui explique que Troy soit malade. En l'absence de tissu adipeux, les calories en excès se sont accumulées dans son foie, qui est gonflé et enflammé. Et puis un jour, le médecin lui a dit « On ne peut rien faire d'autre pour vous ». Et Troy lui a demandé « Comment je vais mourir et quand ?» Le salut va venir de la découverte d'une souris qui ne peut pas non plus s'arrêter de manger. Mais contrairement à Troy, cette souris est grosse. C'est un mutant génétique né d'une expérience de reproduction qu'on a surnommé OB pour obèse. Cette souris présentait un défaut sur un seul gène. Cette anomalie faisait qu'elle pesait le triple du poids normal, avait 5 fois plus de gras et mangeait sans arrêt. La génétique est formidable. Elle nous apprend que l'obésité a une origine biologique. Mais pour connaître celle-ci, il faut identifier le gène en cause. Les scientifiques se mettent à traquer la mutation qui a rendu cette souris obèse en passant au crible les 2,5 milliards de lettres de son génome. C'est comme un alphabet. On déchiffre les lettres du génome. Il y en a 4, A, G, T et C. Elles dictent la fabrication des protéines. Et il suffit d'une seule faute d'orthographe pour qu'un gène soit défectueux. En 1994, après 10 ans de travail, Jeffrey Friedman et ses collaborateurs isolent un gène actif dans les cellules graisseuses. Ça a été la découverte de ma vie. J'ai développé le film radiographique avec le vague espoir de découvrir la nature du gène OB. À l'instant où je l'ai regardé, j'ai su qu'on venait d'identifier le gène qui fabrique une hormone dont le rôle est essentiel dans la régulation de l'appétit, du métabolisme et probablement d'autres systèmes biologiques. Dès qu'on a injecté cette hormone dans le sang d'une souris OB, celle-ci a perdu du poids. L'hormone avait guéri la maladie génétique de cette souris. En l'espace de quelques semaines, et en fonction de la dose administrée, la souris reprenait un poids normal. L'hormone a été baptisée leptine, du grec leptos, qui signifie mince. Sa découverte a transformé notre vision du gras et des mécanismes biologiques qui contrôlent l'appétit. La souris OB ne peut pas se regarder dans un miroir et se rendre compte qu'elle est énorme. Elle pense qu'elle est en train de mourir de faim parce que son organisme ne fabrique pas cette hormone cruciale. L'idée qu'une hormone produite par le tissu adipeux contrôle dans une large mesure nos envies de nourriture est complètement révolutionnaire. Sana Mahmoud a grandi dans la banlieue de Chicago. Elle était loin de se douter que son système hormonal était à l'origine de sa faim obsédante. Je pensais que je n'avais pas assez de volonté pour me réfréner. Malgré tout ce que je mangeais, j'avais tout le temps faim. Depuis qu'elle est petite, Sana est en surpoids. Ses parents croyaient qu'elle perdrait ses rondeurs de bébé. C'est le contraire qui s'est produit. Je faisais 1 heure de sport tous les jours. Du kickboxing, du tapis de course ou simplement un maximum d'activité physique. Je ne comprenais pas ce qui se passait et ça m'angoissait. Je prenais jusqu'à 9 kilos par mois. Obèse, la jeune fille finit par aller voir le docteur Lisa Neff. Entre, Sana, assieds-toi. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un calorimètre indirect. C'est un appareil qui mesure combien de calories ton organisme brûle en une journée.
respire normalement. Sana a suivi un tas de régimes, de programmes d'exercice et de traitements médicamenteux pour perdre du poids. Et malgré tout, elle a continué à grossir. Alors la première chose que j'ai vérifiée, c'est son taux de leptine sanguin. Et il était indétectable. Sana luttait contre la faim depuis toujours parce qu'elle avait un déficit de cette hormone essentielle. Comme la souris obé, Sana souffre d'une mutation du gène de la leptine, retrouvée jusqu'à présent chez quelques dizaines de personnes seulement. Une cellule graisseuse normale produit de la leptine, qui circule jusqu'au cerveau et envoie des signaux à l'hypothalamus, la région qui détermine quand nous devons manger et en quelle quantité. Des niveaux élevés de leptine indiquent à notre cerveau que nous avons beaucoup de gras en réserve. Des niveaux bas, voire inexistants, dans le cas de Sana, déclenchent une alerte. Il faut manger. Ça commence avec le signal de la faim, puis notre métabolisme ralentit. Si nos niveaux de leptine continuent de baisser, notre corps nous alerte qu'on est en train de mourir de faim. On déclenche alors différents mécanismes pour rester en vie. On ralentit notre système immunitaire et on bloque notre système reproducteur pour survivre à cette période de famine. Donc, les signaux que le corps envoie à l'hypothalamus sont vraiment puissants. Sana prend désormais de la leptine et a perdu 18 kilos en 3 mois. Avec la leptine, j'ai constaté un changement énorme. Je peux tenir 4 à 5 heures sans rien manger et en me sentant très bien. Aujourd'hui, quand je pense à l'avenir, je vois tout en rose. J'ai retrouvé confiance en moi. Et pour ceux qui, comme Troy Fryer, ne peuvent pas fabriquer de leptine parce qu'ils n'ont pas de tissu graisseux, l'hormone est véritablement salvatrice. La sensation de faim permanente a disparu en 3 jours. On a fait de sacrées économies. Alors que Troy mangeait comme 4, il mange désormais comme une personne normale. Ressentir enfin la satiété, c'est génial. Ça fait mal? La leptine ne peut pas guérir Troy. Mais en diminuant sa sensation de faim, l'hormone protège son foie. La leptine ne permet pas de produire de la graisse. Elle aide seulement à pallier son absence. Pour les patients, c'est un soulagement incroyable. Ils se sentent rassasiés et ne sont plus obsédés par la faim. Ok, on est à 20 minutes pile sur cette seconde partie. Est-ce que tu as un truc à dire en particulier, Rémi? On a commencé finalement avec ce jeune Troy qui, à l'âge de 6 ans, non, c'est à 9 ans, on lui a détecté une lipodystrophie généralisée. Et donc, son principal problème, on vient de s'en rendre compte, c'est qu'il n'avait pas assez de leptine. C'est un des problèmes, c'est parce qu'il mangeait beaucoup, mais du coup, c'est qu'il ne peut pas faire de tissu adipeux. Il ne peut pas faire de tissu adipeux. Et la leptine a aidé à... Cette leptine, elle a été découverte finalement qu'assez récemment, en 94, ouais, ou c'était plutôt quand même? Je crois que c'était quand même, tu avais les années 80-90. Est-ce que c'est vraiment 94? Peut-être un peu à... Enfin, je pense qu'il travaillait dessus depuis un moment, c'est pas d'un seul coup le gars est tombé dessus, mais apparemment la découverte était cette année-là. Pour juste résumer un petit peu son rôle à cette hormone, elle joue justement le rôle de contrôle de l'appétit. On l'appelle souvent l'hormone de la satiété, et elle joue ce rôle de... Elle transmet un message quelque part à notre cerveau, à notre hypothalamus, pour dire, je cite la vidéo, quoi manger et surtout en quelle quantité. Donc, elle régulerait, elle serait un petit peu le chef d'orchestre de ces sensations et de ces signaux-là. C'est marrant parce que c'est un sujet dont on parle depuis assez récemment et il est un peu controversé. On n'est pas tout à fait d'accord avec la majorité du discours autour de cette fameuse leptine. Ouais, en fait, c'est que quand ils en parlent comme ça, effectivement, quand on a une maladie génétique qui empêche la production de leptine, effectivement, amener de la leptine va traiter l'obésité. Et vraiment, ça marche. Mais par contre, si vous n'avez pas ce problème-là, la leptine ne sert à rien. Et en fait, c'est pour ça qu'au début, ça a été quelque chose de très prometteur, où on s'est dit, c'est bon, on a trouvé en fait le petit facteur qui fait qu'on est obèse, parce qu'on veut toujours trouver la chose. Et au final, ce qui est paradoxal, c'est que si vous manquez de leptine, vous êtes obèse.
Mais chez les obèses, ils ont beaucoup de leptine. Donc en fait, quand on manque, on est obèse, et quand on en a trop, les personnes qui sont obèses en ont trop, et en apporter ne change rien ou presque rien. Et après, c'est pour ça qu'on a pris ça du diabète avec la résistance à l'insuline. On a commencé à parler de résistance à la leptine. Le problème, c'est que la leptine, elle est aussi associée à tout ce côté inflammatoire, parce qu'au final, la résistance à la leptine, elle est présente autant que la résistance à l'insuline, parce que tout ça est un problème inflammatoire. Et probablement que la leptine aussi, elle est sécrétée parce qu'elle a un rôle en fait lié aux prostaglandines. Et quand on regarde sa structure, elle se rapproche des structures un peu des molécules inflammatoires comme les cytokines. Et elles vont se poser en fait au niveau de l'hypothalamus. On a les récepteurs à l'insuline. Quand vous avez l'hypothalamus, vous avez une zone intérieure, vous avez plusieurs zones. Et les récepteurs à l'insuline se trouvent aussi au niveau de la même zone que les récepteurs de la leptine. Tout est un peu pareil, les mécanismes sont un peu confondants, ils sont stimulés des fois par des choses un peu différentes, mais la structure est liée à ça. Les prostaglandines aussi, qui sont une molécule inflammatoire qui sont dérivées des PUFA, sont aussi liées à ça avec les AGPI, sont liées aussi avec la leptine. Et quand on regarde, c'est beaucoup lié à l'inflammation et au final, là, on vous en parle comme quelque chose d'incroyable, mais au final… Donc, en fait, le résumé de ces 10 dernières minutes, c'est que ces jeunes adolescents, ils sont concernés par des pathologies particulières et donc finalement extrêmement rares, et ça ne s'applique pas forcément à monsieur et madame tout le monde qui ont 5 kilos en trop. Le problème n'est sûrement pas de la leptine. C'est ça, parce que je ne sais pas c'est quoi le but derrière de faire passer ce message-là. C'est peut-être aux gens, en fait, je suis gros parce que je manque de leptine. Et d'un seul coup, on va se dire, c'est mes gènes, tant pis, je peux rien faire et on ne me donnera jamais de leptine. Donc, on va voir dans la suite du reportage. Ouais, voilà, carrément. On continue pour arriver à la première demi-heure. Allez, c'est parti. La découverte de la leptine a été extraordinaire. Quand on a commencé la phase des essais cliniques, on a attendu les résultats avec impatience, parce qu'on pensait avoir enfin trouvé une molécule capable de guérir l'obésité chez nos patients. Mais ça n'a pas été le cas. La plupart des gens qui souffrent d'obésité produisent beaucoup de leptine. D'ailleurs, on a constaté qu'en administrer à ces patients-là ne sert pas à grand-chose. Si la leptine n'a pas réussi à soigner l'obésité classique, elle a montré que le tissu adipeux n'est pas seulement une réserve de calories, mais un organe endocrine complexe qui produit des dizaines d'hormones. Ces hormones sont importantes pour nos os, pour notre cerveau, pour nos organes reproducteurs et nos muscles, pour tout. C'est grâce à elles que la graisse peut communiquer avec notre corps et avec notre cerveau. La graisse joue différents rôles dans notre corps à différents moments de notre vie. Et particulièrement à la naissance. De tous les rejetons du règne animal, le bébé humain est celui qui possède la masse grasse la plus importante. L'homme est de très loin le primate le plus gras. Un bébé normal possède environ 15% de graisse. Chez un chasseur-cueilleur, ce pourcentage est de 10 à 15%. Et chez une chasseuse-cueilleuse, de 15 à 25%. C'est bien plus que chez les autres primates. Nous sommes non seulement plus gras qu'eux, mais nous avons aussi un cerveau plus gros. Et par rapport à sa taille, le bébé humain a un cerveau énorme. Ce cerveau consomme à peu près la moitié des calories ingérées par le bébé. Ça fait beaucoup. Le bébé doit l'alimenter en permanence, parce que le cerveau, incapable d'emmagasiner cette énergie, est tout le temps en demande. Et le gras, c'est l'assurance d'avoir toujours de l'énergie disponible pour ravitailler cet organe insatiable. Donc, un bébé grassouillet est un bébé en bonne santé, car le gras, c'est la vie. Et en manquer, c'est être en danger. Lorsqu'on grandit, le gras joue de nouveau un rôle crucial. On a besoin d'en avoir assez parce qu'il produit des estrogènes. De fait, les jeunes filles doivent prendre environ 6 kilos avant que les mécanismes de la puberté puissent se déclencher. Mannequin, Arthur Andresen ne s'est jamais beaucoup intéressé à ces questions avant de subir la dictature de la minceur extrême. Tu souris sur la photo?
Le photographe qui m'a découverte m'a dit « Tu es parfaite, tu es belle comme tu es. Mais si tu te lances dans le mannequinat, on va te demander de perdre du poids. Suis mon conseil, ne fais pas ça. » Mais pour beaucoup de mannequins, comme Robin Lowley, ce conseil est difficile à suivre. Les jeunes femmes qui défilent doivent rentrer dans une taille 34, voire plus petite. À l'époque, la mode était à la maigreur. Les filles qui faisaient ma taille, autour d'1,80 m, devaient porter du 32. Il fallait être émacié, et pour ça, on s'affamait littéralement. Si on refusait, on risquait d'être écarté des castings. Alors j'ai essayé, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai tenu très peu de temps, et puis j'ai tout repris. Arthur Andresen s'est soumise aux exigences d'une agence et est descendue à 45 kilos. Mais peu à peu, elle s'est rendue compte que minceur ne rime pas avec bonne santé. Mes cheveux étaient tout abîmés et mes ongles très cassants. J'avais les lèvres gercées et des plaies aux commissures. Mais ce qui m'a fait comprendre que je maigrissais peut-être trop, c'est le fait de commencer à me casser des côtes. Tapez sous-alimentation sur Internet et vous verrez. On n'a plus ses règles et on souffre d'un tas de maladies qu'on n'aurait jamais cru avoir un jour. Quand j'ai parlé à mon médecin de mon désir d'avoir un enfant, il m'a prévenu que je devais arrêter de maigrir. J'avais beau faire beaucoup de sport, je n'étais pas en bonne santé. Quand on n'a pas assez de réserve de gras, on finit par avoir de gros problèmes osseux, voire de l'ostéoporose. Les os deviennent friables et les risques de fractures sont très réels. Or, c'est une chose à laquelle on ne pense pas toujours quand on a pour idéal esthétique de ressembler au mannequin Twiggy, la brindille. À l'autre bout du spectre, il y a les sumotori. Compte tenu de leur poids, comment expliquer qu'ils soient épargnés par les maladies généralement associées à l'obésité? La réponse réside en fait dans la localisation de leur graisse. Elle se loge directement sous la peau et non autour des organes de l'abdomen ou du thorax. Si on fait passer un scanner ou une IRM à un sumo en activité, effectivement, on voit de la graisse. Mais celle-ci est répartie à l'extérieur, sur les fesses, les cuisses et le ventre. Même si les lutteurs de sumo sont très gros, ils n'ont pas beaucoup de graisse dans les zones dangereuses, c'est-à-dire dans le foie, autour du cœur, du pancréas, voire des reins. Donc sur le plan métabolique, ils sont en bonne santé. La raison principale est qu'ils s'entraînent de manière intensive jusqu'à 7 heures par jour. Quand on fait du sport, notre tissu adipeux produit une hormone appelée adiponectine. Celle-ci contribue à guider la graisse dans notre sang jusqu'aux endroits où elle peut être stockée sans danger, c'est-à-dire sous la peau. Il est intéressant de noter que dès que les sumos cessent de s'entraîner, leur métabolisme se dégrade très rapidement. Pour garder un poids stable, il faut que le nombre de calories que l'on consomme corresponde au nombre de calories qu'on brûle. Beaucoup d'entre nous pensent que pour perdre du poids, il faut manger moins et faire plus de sport. Mais les scientifiques sont en train de découvrir que ce n'est pas aussi simple. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ingère plus d'1 million de calories par an. Pourtant, au cours de cette période, notre poids n'oscille pas entre celui d'un top modèle et celui d'une cantatrice. Il reste plutôt stable. Pour comprendre comment notre poids est régulé, il faut comprendre la notion de poids d'équilibre. Notre corps cherche à maintenir un poids précis, stabilisé, dans des circonstances données. Notre poids n'est pas fixe, il change. Ce qui est fixe, en revanche, c'est le poids minimum de chaque individu. Si on mincit et qu'on tombe sous ce seuil,
Le corps va faire absolument tout ce qu'il faut pour empêcher qu'on ne meure de faim. Peu de personnes se rendaient compte combien le corps résiste à la perte de poids, jusqu'à ce qu'une émission de télé-réalité intitulée Le Grand Perdant ne passionne les téléspectateurs. Un des plus gros candidats de la saison 8 s'appelait Danny Cahill. Pour lui, la participation à cette émission a été un moyen d'échapper à une situation dont il souffrait depuis l'enfance. Quand j'étais gamin, à la question « Quel est ton vœu le plus cher ?», contrairement à la majorité des gens qui répondaient « Je voudrais $1 million », je disais « Je voudrais être comme ceux qui mangent autant que moi et ne grossissent pas ». Enfant, Danny Cahill avait tendance à l'embonpoint. Mais c'est une fois devenu père qu'il devient obèse. Son médecin l'avertit qu'à moins de maigrir, il ne vivra peut-être pas assez longtemps pour voir ses enfants grandir. J'avais honte d'être aussi gros. On aurait dit que c'était arrivé du jour au lendemain. Ça s'installe sournoisement, on ne sent rien. On prend 500 grammes par semaine, toutes les semaines. En un an, ça représente entre 13 et 18 kilos et en 5 ans, 68. Pour Danny Cahill, l'émission Le Grand Perdant est une seconde chance. Regarde le mot croire. En diminuant sa ration calorique et en s'entraînant 45 heures par semaine, il espère perdre 500 grammes par jour. Allez, vas-y. J'étais archi motivé. J'y suis allé avec l'intention de perdre du poids et de battre un record, de reprendre le contrôle de ma vie et de me débarrasser des kilos que je trimballais depuis des années. Au fil de l'émission, Danny Cahill va toujours plus loin, réduisant sa ration à 800 calories par jour. 7 mois plus tard, quand il monte sur la balance pour l'ultime pesée, il est parvenu à perdre 108 kilos. J'étais épuisé, mentalement et physiquement. Avec le recul, je me dis, comment j'ai fait ça? Comment on a fait ça? Comment il a fait ça? C'est assez impressionnant et là, on aura matière à discuter. On essaie de reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, ils ont terminé avec la leptine, où ils semblaient être raccord avec le fait que ce n'était pas forcément la panacée. Ouais. On cite leurs mots, ils n'ont pas dit que ce n'est pas la panacée pour l'être humain. Ça marche bien chez les souris, mais voilà, là, en l'occurrence, ce n'était pas non plus les résultats les plus convaincants possibles. Une petite remarque. On passe dans l'émission souvent d'un extrême à l'autre. D'un coup, on a une séquence sur les mannequins. Et là, on cite l'exemple opposé en disant « minceur ne rime pas avec bonne santé », en laissant sous-entendre presque que surpoids rime avec bonne santé. Or, en l'occurrence, à l'heure actuelle, la littérature est très claire. C'est le surpoids, c'est le surplus calorique qui pose problème et qui est lié, associé avec un tas de troubles dégénératifs. Et pour faire le lien avec le cours sur les lipides, on a parlé des graisses, mais les graisses saturées dans le contexte du surplus calorique sont problématiques. Et donc ça, clairement, je ne comprends pas, moi, comment ils peuvent le nier. Le sous-entendre. En fait, ce qui est à se poser comme question, c'est quel message ils essaient de faire passer là. Parce que d'un côté, c'est une très bonne chose d'essayer de déculpabiliser les gens sur la graisse, parce que des fois, on en a peur et on n'a pas besoin d'en avoir peur. Mais d'un autre côté, on dirait que le message qu'il y a à faire passer, c'est on voit ce Troy là qui, je n'ai pas de gras, donc je ne peux pas marcher parce que j'en ai pas sous la plante des pieds, etc. Là, on a un sous-entendu encore que le manque de gras, la minceur, c'est très dangereux. Le but, c'est du coup d'aller… parce que là, ce que je vois bien arriver, c'est que on voit cette personne qui a perdu beaucoup de poids, on voit aussi qu'il en a repris. Et je vois bien le message arriver. Regardez, il a perdu du poids, mais beaucoup trop vite. Et là, son corps n'a pas compris. Il a dû en reprendre parce qu'il n'était pas à son équilibre et c'est ça. C'est presque sûr. Et sûrement, essayer de faire passer un message. Ensuite, il y avait les sumos. Et ils parlent de la localisation de leur graisse. Ouais, c'est chouette. Non, mais c'est cool parce que je me suis dit, je me demandais ce qu'il allait dire. Et effectivement, c'est l'un des problèmes. Et je l'avais noté au tout début, c'est quand on parlait de gras et que c'était le problème, ça dépend du type de gras. Est-ce qu'il est viscéral ou plutôt au niveau des extrémités. Et
Et là, en fait, ouais, ils ont fait le... Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'expliquent pas trop, en fait, comment ça se fait concrètement qu'ils ne stockent pas sous forme de tissu viscéral. Apparemment, de ce que moi j'avais compris là, par l'émission et puis avant, c'est que le fait de faire une activité physique, parce qu'apparemment, vraiment, le rythme d'un sumo, c'est il s'entraîne, il mange énormément, après il va dormir, il va faire une sorte de sieste, puis après il se réentraîne. Et probablement que une partie des calories doit donc servir à produire du muscle et que le reste, par toute cette activité physique, le corps doit avoir cette tendance à du coup stocker à l'extérieur et pas au niveau des viscères, quoi. Okay. Et ça serait lié avec cette fameuse adiponectine? Ouais, alors j'en avais lu des choses dessus, mais alors là, j'ai un peu tout perdu dans ma tête. Parce que souvent, les sportifs professionnels, c'est ce qui leur arrive. Ils ont une dépense énorme et des apports énormes. Et là, boum, blessure ou arrêt de leur carrière. Et moi, j'ai pu voir ça chez les rugbyman. Ils reprenaient du poids, tous, ils devenaient gras. Alors, souvent, il y a la conclusion facile. Ouais, mais t'as pas la même dépense qu'avant, Coco. Ouais. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment une influence hormonale? C'est dommage qu'ils ne s'étendent pas un peu plus là-dessus. Moi, perso, je ne sais pas trop quoi ajouter. Non plus, je pense que la dépense a joué. Mais encore une fois, c'est aussi un truc à dire, c'est que si le jour où on arrête de faire une activité physique et que l'on prend du poids, c'est qu'en fait, on n'a jamais réussi à se contrôler d'une certaine manière. Parce que si on compensait toute la quantité d'aliments qu'on consommait par une activité physique et le jour où on arrête, on commence à grossir, c'est qu'en fait, on était soumis un peu à… on n'arrivait pas à forcément gérer les messages de notre corps, probablement. Après, il y a un point très positif là sur la fin des 10 minutes. Il cite la fameuse recommandation ultra générale, manger moins et faire plus de sport n'est pas aussi simple que cela. Et c'est bien malgré tout qu'il le souligne et qu'il considère en fait toute cette influence hormonale. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter? La chose sur le cerveau en fait, où déjà on nous compare aux primates, mais je ne sais pas pourquoi on nous compare tout le temps aux primates. On a des caractéristiques avec eux, mais pourquoi on ne compare pas à un porc? Pour le coup, on prend la valve cardiaque d'un porc quand on a un problème sur notre cœur. Enfin, en gros, on est proche de plein de… Si on se regarde au niveau génétique, on est proche de pas seulement des primates. Donc, ce n'est pas forcément utile de faire ce lien qui peut être facile. Et encore une fois, on a du gras, on fait du gras, mais on est aussi les êtres les plus évolués avec le plus gros cerveau. Et on est aussi les seuls à… on tient 9 mois. Et puis après, c'est vrai qu'on est des animaux, on n'est pas indépendant tout de suite comparé à d'autres animaux. Donc, en fait, il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi on a plein de gras, parce qu'on continue vraiment notre développement par la suite quand on est. Et juste dire, vous avez besoin de gras pour nourrir votre cerveau, oui et non, ça peut être ça va aider forcément si le petit n'a rien à manger, ok. Mais il faut… un mécanisme de secours. On l'a vu dans le cours vidéo. On a expliqué on a détaillé en fait les graisses en tant que substrat énergétique. Pour le cerveau, c'est pas à nouveau le préféré. Effectivement, en fait, le cerveau peut utiliser 100% de glucose ou à peu de choses près. Mais par contre, le gras, il ne peut pas l'utiliser, il va l'utiliser sous forme de corsétonie. Et le cerveau peut utiliser, je crois, entre 40 et 60% de corsétonie. Le reste, ça doit être aussi du sucre. Donc, en fait, on ne peut pas tout simplement justifier en disant un enfant est gras pour nourrir le cerveau. Ça va aider, mais on a d'autres… c'est réducteur, quoi. Juste petite info que j'ai en tête, quand on est en surplus calorique, on fait entre 60 et 80% de gras. Donc, en fait, l'intervalle, c'est en fonction si la personne est sportive et tout, mais c'est juste pour dire que si on dépasse nos besoins, on a de fortes chances de faire du gras et pas spécialement du muscle. Ça dépend bien sûr s'il y a entraînement derrière et tout, mais on continue pour voir ce qui se passe pour ce monsieur. Oh, oui. Ça, c'est fou. Décidé à ne pas reprendre 1 gramme une fois rentré chez lui, Danny prolonge son congé pour pouvoir continuer à faire du sport plusieurs heures par jour. Mais quand la tournée de promotion de son livre prend fin, il reprend son poste de géomètre. Plus sédentaire et constamment affamé, il recommence à grossir. Finalement, il reprendra plus de 45 kilos. Mais il n'est pas le seul dans son cas. 6 ans plus tard, Kevin Hall, chercheur au NIH, constate que 13 des 14 candidats qu'il a examinés ont repris une bonne partie des kilos perdus, voire plus.
Quand on change drastiquement notre alimentation ou notre activité physique, notre corps réagit très fortement. Il diminue le nombre de calories qu'on brûle et il augmente notre appétit et notre sensation de faim. Ce sont des processus biologiques indépendants de notre volonté. Je ferme la porte. Les études ont montré qu'à mesure qu'une personne au régime maigrit, ses taux de leptine chutent et déclenchent la sensation de faim. Quand Danny Cahill a repris du poids, ses taux de leptine auraient dû remonter. Pourtant, au début, vos taux correspondaient plus ou moins à votre masse grasse. Mais 6 ans après l'émission, voilà où vous en étiez. On m'a expliqué que mon corps recevait le signal que je mourais de faim et qu'il fallait manger. Comment je vais faire si j'ai tout le temps faim et que mon système hormonal est déréglé? Est-ce que ça va se rééquilibrer? les taux d'hormones thyroïdiennes chutent aussi. Ce qui explique que, alors que les candidats perdaient du poids, leur métabolisme ralentissait et le nombre de calories brûlées au repos dégringolait. Ce qui nous a surpris, c'est que 6 ans plus tard, leur métabolisme basal était resté au même niveau, alors qu'ils avaient repris tous les kilos perdus. Vous recommenciez à zéro. Danny Cahill est le candidat dont l'activité métabolique a le plus ralenti après sa reprise de poids. Vous brûliez 800 calories de moins par jour que la normale. Je n'en revenais pas. Mon corps brûlait 800 calories de moins que celui d'un homme normal de même taille et de même poids. J'aimerais faire comprendre aux gens que les obèses ne sont pas des paresseux. Il y a plein de facteurs qui jouent, dont notre fonctionnement biologique. Pour la grande majorité d'entre nous, les régimes ne fonctionnent pas. Et c'est logique, puisqu'on n'est pas programmé pour perdre du poids. Dès qu'on se met à la diète, on déclenche ce qu'on appelle une réaction de famine, qui vise à nous aider à conserver notre énergie. Notre cerveau se souvient de notre poids d'équilibre. Le cerveau est un organe puissant. L'hypothalamus sait quel était notre poids avant. Et c'est le cerveau qui gagne. Il y a une autre raison qui explique que nous ayons du mal à contrôler volontairement notre poids. Les vrais jumeaux ont la même corpulence et la même taille. Même leurs gestes sont remarquablement similaires. Et cela parce qu'ils partagent 100% de leurs gènes. Mais ce n'est pas le cas des faux jumeaux. Ils peuvent être de sexe et de taille différentes parce qu'ils ne partagent que la moitié de leurs gènes. En comparant systématiquement vrais et faux jumeaux, on s'aperçoit que l'obésité est autant, si ce n'est davantage, liée à l'hérédité que les autres traits étudiés, à l'exception de la taille. Les travaux menés sur les jumeaux ont montré que l'héritabilité de l'obésité était de 40 à 70%. Autrement dit, l'obésité n'est pas liée uniquement à l'environnement et au mode de vie. Les gènes prédisposent certains individus à prendre du poids plus facilement que d'autres. Pour trouver les gènes qui favorisent l'obésité, un consortium mondial analyse des génomes dans des centres tels que le Broad Institute. On a identifié plus de 1000 gènes pouvant jouer un rôle dans la prédétermination du poids. La plupart interviennent dans l'obésité commune et n'ont qu'un impact limité. Mais pas tous. Les données de 23 chromosomes sont accessibles aux scientifiques comme Ruth Luce. En ciblant des régions spécifiques, elle peut étudier avec précision des gènes individuels. À ce jour, les chercheurs ont identifié 8 gènes susceptibles de causer une obésité grave et précoce. La plupart de ces gènes agissent dans le cerveau. Ils contrôlent l'apport alimentaire, la sensation de faim, de satiété et de récompense. Des mécanismes qui dépassent le pouvoir de notre volonté. Il y a aussi d'autres variantes génétiques qui, sans provoquer l'obésité, font que le porteur aura plus d'embonpoint. L'une d'elles perturbe les signaux envoyés par la leptine.
Le porteur de cette mutation pèsera environ 7 kilos de plus qu'un individu qui ne l'a pas. Et nous constatons qu'une personne sur 5000 est concernée. Si les gènes peuvent favoriser la prise de poids, ils peuvent aussi jouer un rôle protecteur. Ainsi, une variante génétique, présente chez 6% de la population seulement, fait que le porteur se sent toujours rassasié et n'a pas faim. Le porteur de cette variante est prédisposé à être plus mince que la moyenne. Il faut donc bien comprendre qu'il y a des individus très sensibles et d'autres très résistants, et que les personnes obèses ne sont pas inférieures moralement, mais différentes génétiquement. L'obésité est définie par l'indice de masse corporelle, ou IMC, obtenu en divisant le poids par le carré de la taille. Un IMC de plus de 25 correspond au surpoids, un IMC de plus de 30 à l'obésité. Dans les années 80, le taux d'obésité a commencé à monter en flèche aux États-Unis, atteignant plus de 39% de la population dans de nombreux États. L'obésité est le plus grand problème de santé publique de notre époque. C'est la principale maladie chronique à laquelle nous sommes confrontés aux États-Unis. Et elle entraîne l'apparition d'au moins une centaine de maladies connues. On n'arrivera jamais à stopper le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers sans s'attaquer à la cause première qui est, dans de nombreux cas, l'obésité. Les États-Unis ne sont pas un cas isolé. En 30 ans seulement, les cas d'obésité ont pratiquement triplé dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'une des raisons serait la diminution de notre activité physique qui fait que nous brûlons moins de calories. Alors, être plus actif serait-il une solution ? En Tanzanie, Herman Ponzer et Brian Wood. Ok. Tu veux commencer peut-être à finir avec cet homme, je n'ai plus son nom. On l'appelle James. James, il a fini son régime à 800 kilocalories par jour. C'est bien ce qu'on avait entendu. C'est vrai, il est descendu à ça. Et derrière, il reprend du poids. Et il a, comme on appelle, un petit peu un retour de bâton parce que son métabolisme est complètement ralenti et il brûle, je crois d'ailleurs, 800 calories de moins en moyenne que les hommes de son âge et de son poids, c'est ça? Ouais, donc je pense qu'il devait calculer sur 2500, donc il doit être dans... Ok, alors ça montre bien qu'il a poussé son corps à l'extrême quelque part et que derrière, son corps a malgré tout fait avec ce qu'il lui donnait. Sur les vidéos, il apparaît hyper souriant et il tient sur ses deux jambes malgré tout, parce qu'il était peut-être porté par cette motivation et cette volonté. Donc, c'est ce qui l'a permis justement de tenir. Et puis, hop, c'est comme s'il tournait sur un plan B qui le maintenait un peu au sommet. Et d'ailleurs, il le précise, hein, retour à sa vie normale, il reprend son job, il reprend ses habitudes. Il y a une mini transition parce qu'on voit qu'il continue à faire du sport. Il a un minimum anticipé un peu ce gap, cet échange, ce couloir. Mais malgré tout, il retrouve son poids. Et derrière, il souffre quand même. Il souffre métaboliquement parlant, il souffre moralement parlant. Alors, l'émission insiste beaucoup sur ce n'est pas qu'une question de volonté. Les obèses ne sont pas inférieurs moralement, ils sont inférieurs génétiquement. Il y a une experte aussi qui souligne que l'obésité n'est pas seulement liée à l'environnement et notre mode de vie, mais aussi à nos gènes. Quoi qu'il en soit, il y aura les deux. Mais ce que j'aimerais insister, c'est que si on prétexte les gènes, on est incapable d'agir quelque part. C'est nos gènes, ok, il y a ce côté hyper déterminé, fataliste. Tandis que si on se concentre sur l'environnement et le mode de vie, sur cette variable-là, sur cette part-là, sur ce pourcentage-là, on ne sait pas à quoi il correspond, mais on sait au moins qu'on peut agir dessus, on peut modifier, on peut tendre vers un meilleur. Donc, pourquoi finalement ne pas se concentrer sur cette variable plutôt que se rapatrier, se protéger vers la consonante génétique? Et surtout, c'est que en fait, un gène ne fait rien du tout, dans le sens où vous pouvez prendre un ADN au complet
le mettre dans un tube à essai avec autant de nutriments que vous voulez, avec autant de concentration, il ne se passera rien. Vous n'allez pas donner naissance à quelque chose, il ne se passera rien vraiment. Et donc, on peut pas en fait juste dire vous avez des mutations génétiques, donc vous allez être obèse. Certes, vous avez peut-être des prédispositions, mais ça veut dire quoi des prédispositions? Une calorie restera une calorie. Et vous allez manger, je sais pas, 100 grammes de tel aliment, ça restera 100 grammes de tel aliment avec tant de calories. Donc, et d'un seul coup, le gras ne va pas passer de 9 calories par gramme à 50 par exemple. On est pour le coup logé à la même enseigne pour chacun. Et donc, on peut pas juste dire, vous avez vraiment oui, vous avez une prédisposition génétique, mais au final, si votre environnement à côté, il est pas optimal, mais il est juste simple, et il n'y a aucune raison autre que, par exemple, notre société, et puis aussi le fait de dire que, en fait, ça a bon dos de dire que c'est la génétique, parce que d'un côté, on ne peut rien y faire, et d'un autre côté, ça force aussi la recherche à aller dans ce sens-là, à payer des études et à soi-disant créer aussi des médicaments qui sont spécifiques pour chaque personne. Regardez, c'est compliqué, on est tous différents, et il faut qu'on crée des choses qui sont très chères et tout pour vendre à chacun, parce qu'on veut individualiser la chose. C'est ce qui se passe aussi pour les cancers, où on dit que chaque cancer, c'est dû à des mutations génétiques et on doit travailler sur chaque gène de chaque personne. C'est bien pour faire de l'argent et ci et ça, mais comme tu l'as dit, en fait, on ne change pas notre ADN, et notre ADN, de toute façon, produit simplement des protéines et rien d'autre, n'agit pas. Et comme tout à l'heure dans l'émission, il disait nos gènes nous dictent un peu ce que notre cerveau fait, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est l'environnement qui module l'expression de nos gènes. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un tout qui va faire. Exactement. Et il y a pareil pour les jumeaux tout à l'heure. Vous pouvez être des vrais jumeaux avec le même ADN ou pas le même ADN. Ils ont le même mode de vie. Exactement. En fait, c'est que vous êtes élevé, donc toute une bonne partie de votre enfance par vos parents. Vous avez grossièrement le même environnement, et puis sûrement que vos parents vont faire à manger tout le monde va manger la même chose. Mais à un moment donné, il y a un gap aussi qui se fait où chacun fait ses propres expériences. Et les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes sentiments, les mêmes ressentis, et chacun fait ses propres expériences avec ce qu'il va vivre. Et c'est ça aussi par la suite qui va jouer sur ça, et qui va influer aussi sur potentiellement les gènes qu'on peut méthyler, acétyler, etc. Ok. Avant de couper, il proposait une première cause de cette augmentation de l'obésité en remettant sur le dos de la diminution de l'activité physique. Je pense qu'ils vont un peu plus développer, donc ça sera le mini-sujet de la prochaine intervention. Je pense qu'on est reparti en Tanzanie. Ouais, trop bien. T'es content? On voyage. Super, on voyage. En collaboration avec une équipe scientifique internationale, espère répondre à cette question. Ils ont confié des GPS aux Hadza pour mesurer la distance qu'hommes et femmes parcourent quotidiennement. Les résultats pourraient aider à comprendre pourquoi les Hadza ne souffrent pas des maladies chroniques que l'on voit dans le monde occidental. En l'absence d'antibiotiques et de vaccins, beaucoup d'enfants meurent malheureusement avant 15 ans. Mais si un Hadza franchit ce seuil, il a de bonnes chances de vivre jusqu'à 60, voire 70 ou 80 ans. Et ce, dans une bien meilleure condition physique que nous, occidentaux. Les données fournies par les GPS montrent pourquoi. Les chasseurs comme Dofu parcourent 14 km par jour, tandis que les femmes cueilleuses en parcourent 8. C'est plus d'exercice que n'en fait un occidental moyen en une semaine. Mais les Hadza brûlent-ils aussi plus de calories par jour? J'ai vécu pendant des mois aux côtés des Hadza et je les ai accompagnés quand ils partaient chercher de la nourriture. À notre retour au camp, j'étais mort de fatigue. J'étais sûr qu'ils dépensaient bien plus d'énergie que les Occidentaux. Pour s'en assurer, les chercheurs ont demandé à des volontaires comme Dofu de boire une eau additionnée de molécules d'hydrogène et d'oxygène facilement traçables. En observant l'absorption de ces molécules pendant les 2 semaines suivantes, les scientifiques ont pu mesurer le nombre de calories que les Hadza brûlaient chaque jour.
On a collecté les données, mis les échantillons d'urine dans de l'azote liquide et envoyé le tout à l'un des meilleurs laboratoires du pays. Quand on a reçu les résultats, je n'ai pas compris tout de suite ce que je voyais. 77. Bien qu'ils soient plus actifs, les hommes Hadza ne brûlent en moyenne que 2500 calories par jour et les femmes autour de 1900, autant que la moyenne des Américains et des Américaines. C'est un résultat très paradoxal et il nous a beaucoup surpris. Un individu sédentaire qui travaille dans un bureau aux États-Unis brûle autant de calories qu'un homme ou une femme Hadza, qui est bien plus actif. Et ce, même en prenant en compte des facteurs comme la taille, la composition corporelle, l'âge, le sexe, etc. Cette étude suggère que quel que soit notre mode de vie, notre corps nous protège en maintenant notre dépense calorique quotidienne dans une fourchette étroite. C'est pourquoi, à long terme, le sport seul ne fait pas maigrir. Ce que ces résultats nous disent, c'est qu'on aura beau changer notre mode de vie, même s'il vaut mieux se dépenser physiquement, on ne brûlera pas plus de calories, parce que notre organisme s'adaptera à ce mode de vie plus actif. Les implications sont énormes. Si l'obésité n'est pas due à notre mode de vie sédentaire, elle doit alors être le résultat d'une alimentation trop calorique. Pour Daniel Lieberman, ce phénomène est lié à la façon dont l'homme a modifié son environnement. Au cours des derniers 10 000 ans, on a transformé notre façon de nous procurer de l'énergie et de l'utiliser. La première grande transition s'est produite avec l'avènement de l'agriculture. On a cessé d'aller chercher notre nourriture dans la nature pour la produire nous-mêmes. L'agriculture a permis à l'homme de cultiver des aliments riches en glucides comme le maïs, le blé et le riz. Puis on a inventé des machines et industrialisé l'agriculture, augmentant considérablement du même coup la quantité de calories produites. Le résultat, c'est que pour la première fois depuis des millions d'années, nous avons plus d'énergie que nécessaire. Et il ne s'agit pas seulement d'un excès de calories. Les scientifiques soupçonnent l'obésité d'être causée par le changement de nature de ce que nous mangeons. Aux États-Unis, plus de 50% des calories sont consommées sous la forme d'aliments ultra transformés, pauvres en fibres, mais bourrés de matières grasses, de sucre et de sel. Véritables bombes caloriques, ils sont considérés comme obésogènes. Ces aliments sont-ils responsables d'une surconsommation alimentaire? Pour le savoir, Nora Volkow a comparé des scanners du cerveau de patients atteints ou non d'obésité. Le plus important dans l'obésité est de comprendre que les aliments eux-mêmes ont provoqué dans notre cerveau des modifications qui nous rendent incapables d'arrêter de manger. Ces modifications se manifestent quand la nourriture active dans le cerveau le circuit de la récompense, qui libère de la dopamine. Appelée molécule du plaisir, celle-ci nous pousse à nous procurer et consommer des aliments gratifiants. Or, le scanner révèle qu'une nourriture riche en graisse et en sucre peut noyer le circuit de la récompense sous un excès de dopamine. Nos corps ont évolué de manière à maintenir un état homéostatique, c'est-à-dire stable. Ça veut dire qu'en cas de stimulation excessive par la dopamine, les récepteurs deviennent moins sensibles à cette molécule et leur nombre diminue. Nora Volkow a découvert que le nombre de récepteurs de la dopamine, en rouge dans le cerveau des sujets testés, est réduit chez ceux qui souffrent d'obésité. Quand le signal transmis par la dopamine diminue, notre capacité à inhiber l'envie faiblit. Je décide de ne pas manger de chocolat, de ne pas manger de beignets. Je ne veux pas en manger. Mais puis-je m'en empêcher? Si les aires cérébrales concernées ne fonctionnent pas correctement,
J'ai beau ne pas vouloir faire quelque chose, j'aurais beaucoup de mal à me réfréner. C'est ce qui explique pourquoi les gens vous disent « Je ne voulais pas manger. Je savais que j'allais prendre du poids et pourtant, je n'ai pas pu m'arrêter. » Concernant notre gras, la réalité est bien complexe. L'évolution nous a dotés de signaux hormonaux et nerveux puissants pour que nous mangions et maintenions notre poids. Les gens doivent vraiment comprendre que s'ils sont obèses, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une maladie chronique extrêmement complexe. Les causes de l'obésité sont très nombreuses. Alors, l'obésité peut-elle être prévenue ou soignée? D'après les spécialistes, c'est possible, à condition d'agir sur le très long terme. Je ne vous mettrai pas au régime, parce qu'un régime, c'est du court terme. Je veux que vous adoptiez une hygiène de vie que vous pourrez suivre pendant des années. L'émission Le Grand Perdant a montré pourquoi les régimes ne marchaient pas. Mais certains candidats qui, comme Danny Cahill, ont continué à faire du sport, sont parvenus à ne pas reprendre tous les kilos perdus. Sur le plan médical, c'est une réussite, parce que, même modeste, la perte de poids a des retombées positives énormes. Elle fait baisser la tension artérielle ou protège d'un diabète. Il existe aussi des médicaments qui envoient au cerveau un signal de satiété et aident les patients à perdre 10% de leur poids. Et pour ceux qui souhaitent perdre au moins 45 kilos, il y a une autre possibilité, celle choisie par Muriel Ménat, qui n'a pas voulu subir le même sort que sa mère. J'avais 3 ans. Elle était au téléphone et elle s'est écroulée. Elle avait fait une crise cardiaque. Après, je me souviens juste de l'arrivée de l'ambulance. À 44 ans, la mère de Muriel Ménat pesait 136 kilos quand elle est morte d'une crise cardiaque. Adolescente, Muriel commence à se battre contre les kilos, comme sa mère. J'allais chez le médecin pour une visite de contrôle et je me suis dit, c'est fou, j'ai 13 ans et je vais chez un cardiologue. Je pensais tout le temps à ce que ma mère avait vécu. Dans le monde, 125 millions d'enfants et d'adolescents sont obèses. À 16 ans, Muriel est gravement atteinte et est éligible à une chirurgie bariatrique, qui consiste en une ablation partielle de l'estomac. La chirurgie bariatrique est la seule façon dont la plupart des personnes qui souffrent d'obésité morbide peuvent perdre des kilos et surtout ne pas les reprendre. C'est très bien. Voilà ce que je veux vous montrer. Votre poids maximum était 124 kilos avec un IMC de 43. Après l'opération, vous êtes descendu à 78 kilos avec un IMC de 28 environ. C'est vraiment super. Au départ, on pensait que la chirurgie bariatrique marchait en diminuant l'estomac et donc les quantités de nourriture avalées. Depuis, on a constaté que les hormones sécrétées par le tractus gastro-intestinal qui communique avec le cerveau envoient un signal de satiété plus tôt alors qu'on a mangé moins. Ces changements de signaux entre les intestins et le cerveau aident le corps à réinitialiser son poids d'équilibre pour des années. Mais la faim peut revenir, parce que notre poids est tout autant régulé que notre pression artérielle et notre rythme cardiaque. La capacité de contrôler notre poids ne dépend clairement pas de notre volonté consciente. Et ça, les gens n'aiment pas l'entendre. On veut tous croire qu'on maîtrise le moment où on repose notre fourchette. En réalité, notre poids est commandé par de nombreux mécanismes biologiques. La graisse se comporte différemment chez chaque individu. Ça dépend de nos gènes, de notre âge, de notre sexe et de tout un tas de facteurs. Chacun de nous est très différent. L'important est d'être en bonne santé, pas d'être parfait. Aujourd'hui, Arthur Andresen a pris 9 kilos, elle est mère, et exerce son métier de mannequin à ses propres conditions.
J'ai dû surmonter la peur de prendre du poids. Et il m'a vraiment fallu du courage pour ça. Le métier de mannequin offre la possibilité de montrer ce à quoi un corps sain devrait ressembler. Il faut plus mettre l'accent sur la force et la santé que sur la taille qu'on porte. Les Hadza et les chasseurs comme Dofu nous ont appris autre chose aussi. Le régime et le sport sont deux outils différents avec deux fonctions différentes. On doit faire de l'exercice pour rester en bonne santé et bien vieillir. Mais on doit aussi faire attention à ce qu'on mange pour surveiller son poids. Ce n'est pas un hasard si l'épidémie d'obésité se répand dans le monde. Partout où on adopte les modes de vie post-industriels des pays occidentaux, l'obésité apparaît. Mais la solution n'est pas de revenir à l'âge de pierre. Il faut tirer les enseignements de l'histoire de l'évolution et prendre le meilleur des deux mondes. À la recherche du bon gras, le titre était un petit peu trompeur parce qu'on aurait pu se dire qu'ils allaient partir dans l'optique quelles sont les bonnes graisses et les mauvaises graisses dans notre alimentation. Non, eux, ils parlaient vraiment d'un bon tissu adipeux, quoi. Un bon vieux tissu adipeux. Parce que le gras, c'est la vie. Une remarque que j'ai là à chaud, à aucun moment, ils parlent de la composition des repas. Juste une petite donnée, 50% de l'alimentation des Américains est composée de junk food. On l'appelle comme ça parce que voilà, ils couvrent 50% de leur taux calorique par le biais de soda, de chips, de bonbons et compagnie. Et après, à chacun sa propre interprétation avec toutes ces images de soda, de chips, qui vont un peu vers la tendance, alors je suis peut-être biaisé, mais sucre, anti-sucre un peu. Quoi qu'il en soit, ils font une énorme généralité. Au début, ils cherchent un coupable quand on repart en Tanzanie en disant « Ok, on a trouvé la clé, c'est l'activité physique. Eux, ils se dépensent plus. Et en Amérique, ils se dépensent beaucoup moins. L'explication doit être là. » Et puis là, non, on met des capteurs aux shorts des Tanzaniens. On mesure leur activité physique. Elle est colossale. Et pourtant, grand mystère, ils se maintiennent, enfin, ils brûlent 2500 calories à même titre qu'un Américain. Alors moi, de suite, je me suis dans ma tête, ouais, mais eux, ils doivent faire 60 kilos tout sec à tout mouiller. Et ils comparent avec des Américains qui sont en surpoids entre 100 et 130 kilos. Mais ils précisent malgré tout qu'ils prennent ça en considération. Donc, ils réfutent cette cause avec l'activité physique. Aussi, ils oublient de préciser que le métabolisme de base, il consomme 70% de l'énergie et que finalement, l'activité physique a une faible part dans cette dépense totale. Alors, qu'est-ce qui explique qu'aux États-Unis, finalement, ils ne bougent pas? Ça, je ne sais pas s'ils n'omettent pas de dire un truc dans tout ça parce que c'est quand même pas normal. Alors, peut-être que c'est justement… on ne sait pas de quoi ils mangent. Alors, quoi qu'il en soit, c'est régi par une idée de balance énergétique. Donc, si en Tanzanie, ils brûlent 2500 parce qu'ils marchent 14 km par jour, derrière, peut-être qu'ils ont chassé et ils ont ingéré l'équivalent de leur maintenance pour se réguler. Alors, s'il n'y a pas de différence entre le poids, à rapport égal, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les États-Unis, ils sont gros et en Tanzanie, ils sont sveltes. La différence réside aux États-Unis, ils sont obèses, ils sont malades, et là-bas, ils ne le sont pas. Et là, c'est là qu'ils justifient l'alimentation, du coup. Et c'est là où ils justifient l'alimentation, mais ils ne développent pas plus cette répartition et de quoi elle est composée. Parce que la clé pour déverrouiller le problème pourrait être là, et pas simplement justement le raisonnement à calories égales, c'est pareil. Donc, peut-être ça. En fait, on ne comprend pas bien le message. Ouais, je pense que c'est vraiment l'histoire de déculpabiliser peut-être les gens, ce qui est peut-être une bonne chose de dire le gras. Oui, moi j'ai quand même c'est marrant de penser ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu de la propagande à être un peu gras, quoi. Parce que c'est une très bonne chose de dire que c'est important et qu'il faut en avoir, parce que c'est vrai, ça ne sert à rien de ne pas essayer d'avoir 2% de masse grasse. Et d'un côté, on a vraiment limite cette tendance à dire, allez, ok, je vais être gros, je vais avoir mon surpoids, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où ça va venir, parce que ça laisse à la fin beaucoup d'interprétations chez les personnes, où on a ce circuit de la récompense aussi dont on parle, et
Et on oublie encore de mettre que toutes les personnes qui se droguent à quelque chose ou quoi que ce soit, est-ce qu'elles n'ont pas derrière un terrain un peu psy parce qu'il y a une enfance difficile, ou il y a aussi ce côté vraiment énergie où on peut avoir des fois un peu des envies d'un seul coup de manger énormément, et puis des fois si après on travaille sur ça ou on mange un peu mieux, ça disparaît. Et moi j'aime vraiment pas ce côté où on vient focaliser une zone et dire regardez la zone du circuit de la récompense, oulala, dès qu'on mange du sucre ou quoi que ce soit, notre cerveau est tout content, allez j'en veux encore plus. C'est vraiment quelque chose de mécanique et c'est facile d'expliquer ça comme ça. Et ce que j'aime encore moins, c'est de dire qu'on est soumis à notre corps. Et même à la fin, un scientifique le dit, oui, on n'aime pas se le dire, mais on est vraiment soumis à notre corps, c'est lui qui nous dirige. Mais en fait, pourquoi, à quel moment on a quand même nos choix, et puis c'est aussi notre environnement qui va un peu, on connaît les pubs, on va regarder quelque chose, tiens, il y a une pub qui vient de passer, d'un seul coup j'ai envie de manger ça, et c'est tout un environnement. Et juste dire, parce que c'est la même chose, j'ai rien contre les obèses, mais aussi dire que c'est pas de leur faute. On peut pas d'un seul coup tout relâcher comme ça et dire mais non, en fait vous y pouvez rien. C'est la confusion. L'obésité n'est pas dépendante de votre volonté. Et donc ça veut dire donc ça veut dire quoi? C'est bon, j'ai pas de chance, donc quoi que je fasse, ça ne changera rien. Mais ça c'est pas vrai. Donc je peux bien être d'accord qu'il y a des prédispositions, et surtout je pense qu'il y a la vie de chacun est différente et que tout ça influe et impacte. Tout simplement, est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter des produits peut-être de meilleure qualité, tout simplement. Mais dire que on peut rien y faire et que c'est génétique, c'est vraiment la réponse facile. Je suis pas d'accord. Et ils écartent la piste de l'activité physique, ils écartent l'alimentation, et finalement leur conclusion, elle réside un peu dans ce juste milieu. Faites un peu de sport, une alimentation pas terrible, justement assez bonne, assez saine. Ça reste très flou. Et c'est ça, on ne sent pas où ils veulent vraiment en venir. Il y a ce côté un peu rassurant, mais quand même, ils reconnaissent à plusieurs reprises qu'il ne faut pas être non plus obèse trop gros, parce que ça associe à un tas de troubles. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire vu que c'est la génétique, et de toute façon, on ne peut pas. Donc, après, ça rejoint le discours du scientifique au début avec la sélection naturelle. Vous êtes fait pour être gros, donc vous n'êtes pas fait pour survivre, quoi. Donc, c'est la loi du plus fort, et donc vu que vous êtes gros, vous n'allez pas survivre longtemps, et vous allez disparaître pour garder que le meilleur de l'espèce, quoi. Ça. Ouais. C'est dommage, quoi. Bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce que l'on a en termes de vision, de partage. Si vous avez une toute autre interprétation du reportage, ou même que vous vous questionnez sur certains de nos dires, n'hésitez pas à interagir avec nous sur l'espace commentaire, parce qu'on va pouvoir rebondir sur certains trucs qui nous ont échappé, et ça peut être super d'instaurer un échange ou même un débat. Donc, avec grand plaisir, n'hésitez pas à commenter. Et puis, si la vidéo aussi vous a plu, ou si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça nous fait toujours plaisir. Et merci quand même à Slimane, parce que c'est quand même lui qui nous a proposé de faire cette vidéo, et on adore. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous voir, nous envoyer un message. On aimerait bien avoir votre avis, les gars, sur ça. Et puis on ne dit pas qu'on va le faire à chaque fois, mais dès qu'on a un peu de temps, parce que je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre, mais je pense peut-être 2 heures ou au moins 1 heure et demie, je ne sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis merci, nous, ça nous fait plaisir de faire ça. Merci, puis à très vite. À bientôt. Ciao.